résistance est née très spontanément un peu partout en France, par des gens qui n'y étaient nullement disposés, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, et qui simplement ont dit non à un moment donné. C'était pas possible d'accepter ces uniformes qui étaient partout, ces inscriptions en lettres gothiques que personne n'arrivait à lire, cette armée étrangère qui était toute puissante. Nous étions, nous, absolument résolus à tout faire, tout et n'importe quoi, pour que, au moins, l'honneur soit sauvé. Les landaux, c'était très pratique pour transporter des armes. En 1942, j'ai transporté une petite bombe. Il ne faut jamais désespérer. Quand on veut quelque chose, si on le veut assez fort et qu'on est prêt à tout pour ça, ben on y arrive. Voici l'histoire d'une trentaine de femmes et d'hommes dont les itinéraires croisés, héroïques, romantiques et tragiques dessinent le puzzle complexe des résistances. À l'aube du 8 novembre 1942, les forces anglo-américaines, commandées par le général Eisenhower, débarquent 100 000 hommes sur 9 points de la côte entre Alger et Casablanca. L'objectif stratégique du débarquement en Algérie et au Maroc est de faire basculer la région dans le camp des Alliés. De Gaulle n'a été prévenu que quelques heures avant l'opération. Les troupes de Vichy accueillent les soldats américains à coups de canon. Les combats se poursuivent jusqu'au 11 novembre. Alors que l'amiral Darlan se trouve par hasard à Alger, les Américains décident de s'appuyer sur l'ancien chef du gouvernement de Vichy et de négocier avec lui pour faciliter le ralliement de l'empire colonial français du côté anglo-saxon. Entre autres conséquences, l'agression anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller occuper nos côtes méditerranéennes. En réaction au débarquement sur les côtes d'Afrique du Nord, les forces allemandes envahissent la zone sud. Ainsi finit de se dissiper la fiction de l'indépendance du régime de Vichy. Daniel Cordier est avec Jean Moulin quand il voit passer les premiers tanks allemands à Lyon. Le chef de la résistance en tire la leçon. L'avantage de cette occupation est la fin de l'équivoque de Vichy. Désormais, la France est allemande. Le débarquement en Afrique du Nord laisse entrevoir la possibilité d'une libération prochaine de la France. Pour la résistance, il importe de se mettre en ordre de bataille. Sur l'échiquier d'Alger, l'assassinat de l'amiral Darlan le 24 décembre par un jeune résistant qui sera exécuté relance la partie.
le pion Darlan éliminé, les Américains jouent le cavalier Giraud. Aux yeux du président Roosevelt, qui déteste De Gaulle, Henri Giraud, 5 étoiles sur son képi, est l'homme idoine pour rallier l'armée d'Afrique et barrer la route à l'homme du 18 juin. Face à Giraud, qui maintient la législation de Vichy, y compris les mesures antisémites, De Gaulle apparaît pour les résistants comme le garant d'une restauration républicaine et démocratique. La masse française est unie en réalité sur 3 impératifs que voici. Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler. L'appui de Roosevelt à Giraud a paradoxalement comme conséquence de renforcer la position du général de Gaulle en France occupée. Le souci de peser dans le rapport de force entre de Gaulle et Giraud accélère l'unification des mouvements de résistance. Henri Freinet est le chef du mouvement Combat. Nous avons finalement décidé d'en arriver à ce que je souhaitais depuis longtemps, c'est-à-dire à la fusion des 3 mouvements de la zone sud, qui sont les mouvements Libération, Francs-Tireurs et Combat, je le répète, et qui ont fusionné pour prendre le nouveau nom des Murs, Mouvements Unis de Résistance. Le 26 janvier 1943, la naissance des Murs, dont Moulin prend la direction, marque une accélération décisive dans le processus d'unification de la résistance en zone sud. Les ralliements au chef de la France libre s'amplifient. Le 11 janvier 1943, le colonel Rémy, chef du réseau de renseignement La Confrérie Notre-Dame, vogue vers l'Angleterre à bord d'un bateau de pêche. Sans avoir prévenu personne, l'agent secret se mêle de politique. Il ramène à Londres un délégué mandaté du Parti communiste français, Fernand Grenier. Il apporte également, outre une azalée pour Madame de Gaulle et une fine Napoléon de 1816 pour le général, un document écrit qui prouve le ralliement du Parti communiste à la France combattante. Paradoxe de ces temps troublés, le PC rejoint la résistance gaulliste grâce à Rémy, l'ancien militant monarchiste et d'extrême droite. Le chef de la France libre comprend immédiatement tout le parti qu'il peut tirer de ce ralliement. Dans la compétition avec Giraud, l'arrivée de Fernand Grenier est une preuve supplémentaire que les forces de la résistance se rallient à la Croix de Lorraine. En zone nord, la résistance, plus cloisonnée, évolue également. Alors qu'elle est étudiante à la Sorbonne, Geneviève de Gaulle, la nièce du général, adhère au début de 1943 à Défense de la France, fondée par Hélène et Philippe Vianney. Curieux paradoxe, la plus gaulliste des résistantes milite dans le mouvement le plus réfractaire au général. Dans un article, Charles de Gaulle, qu'elle signe Gallia, la nièce du général retrace le parcours du chef de la France combattante. Geneviève de Gaulle a une influence considérable sur l'évolution idéologique de Philippe Vianney. Elle le convertit en fait au gaullisme. Une imprimerie du journal est installée au 10 impasse Guéménée, près de la Bastille, dans un ancien lavoir industriel. Bientôt,
défense de la France tourne à plein régime. Le tirage dépassera au début de 1944 le chiffre exceptionnel de 400 000 exemplaires. Le mouvement diversifie ses activités et crée un service de faux papiers très efficace qui fournit de nombreuses organisations de résistance. Hélène Vianney supervise ce service. Nous avons trouvé un camarade juif qui s'est caché pendant toute la guerre et qui était excessivement doué. Il a installé dans une armoire tout son matériel et il a cherché une méthode pour fabriquer des faux tampons. Il a fini petit à petit par trouver la presse qui lui convenait. Il n'y avait pas que les cartes d'identité. Il y avait les cartes d'alimentation, il y avait les permis de circuler, il y avait des permis de travail, il y avait des permis de conduire. Le mouvement Défense de la France a fabriqué ou a été la cause indirecte, je crois, de plus d'1 500 000 faux complets. Mais il a fabriqué, et ça je puis en être sûr, 12 500 nécessaires complets pour fabriquer des faux, comportant aussi bien les tampons que les papiers de prisonniers libérés, tout ce qu'on peut imaginer. Je crois que ce service de faux papiers, d'une certaine manière, a été plus utile, plus immédiatement utile que le journal. Le journal, c'était pour remonter le moral, et les faux papiers, c'était pour sauver son existence. Quelques mois plus tard, Geneviève de Gaulle, trahie par un agent double, sera arrêtée et déportée à Ravensbrück, où elle sera un temps mise à l'isolement dans des conditions épouvantables. Après une longue et terrible bataille, les Allemands capitulent à Stalingrad le 2 février 1943. La reddition du maréchal Paulus a une portée symbolique considérable. La première grande défaite de la Wehrmacht qui laisse 90 000 hommes et 24 généraux entre les mains des soviétiques met fin au mythe de l'invincibilité de l'armée allemande. Face à la saignée de ses troupes, Hitler a besoin de plus en plus de soldats. Pour les remplacer dans les usines, les Allemands pressurent les territoires sous leurs bottes. L'occupant se montre toujours plus exigeant pour alimenter l'industrie allemande en main-d'œuvre. Sous la pression nazie, Laval signe le 16 février 1943 une loi qui instaure sur l'ensemble du territoire le service du travail obligatoire. Le STO contraint les jeunes gens des classes 20, 21 et 22 à aller travailler outre-Rhin. Une grande majorité part. Mais des milliers de jeunes refusent la déportation du travail. La résistance les encourage. Libération titre le 1er mars, la jeunesse française répond « Merde ». Des manifestations sont organisées contre le départ. À Romans, le 10 mars, des centaines de manifestants bloquent un train de requis du STO. Le nombre de réfractaires, peu nombreux au début, ne cesse de croître à la fin du printemps et à l'été 43. Les jeunes gens se cachent chez des proches ou à la campagne. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, où qui le savent. 10% du total des requis, soit environ 30 000 réfractaires, choisissent de se réfugier dans les régions montagneuses et boisées. C'est la naissance des maquis,
Les régions du Jura, des Alpes, du Massif central et du Limousin en accueillent le plus grand nombre. Les mouvements de résistance ne sont pas prêts à faire face à un tel afflux. C'est à la fois une aubaine et un défi logistique. Il faut héberger et nourrir des milliers de jeunes gens. Les réfractaires ont très peu d'armes et aucune expérience militaire. Leurs motivations sont plus souvent individuelles que patriotiques. En outre, argent et armement dépendent des Anglais, réticents à parachuter du matériel. Ils craignent que les résistants, encore peu organisés, ne soient pas toujours capables de les réceptionner dans les bonnes conditions, accroissant ainsi le risque que les Allemands s'en emparent. Le refus de Londres d'armer et d'équiper les maquis donne aux résistants de l'intérieur le sentiment d'être abandonnés à leur sort. Les maquis doivent chercher leurs propres ressources, s'appuyer sur des complicités locales, tisser des liens avec les paysans pour le ravitaillement et l'hébergement. Cela fait des mois que Georges Guingouin a entamé ce travail dans la montagne limousine, véritable laboratoire des maquis. Guingouin, qu'on appelle le Grand Georges, expérimente un nouveau type de résistance qui s'appuie sur la paysannerie locale. Guingouin, qui signe ses arrêtés, le préfet du maquis, fixe les prix des produits alimentaires. Il regroupe des petites unités mobiles capables de mener des actions de sabotage. En janvier 1943, Guingouin et ses hommes dérobent 1700 kg de dynamite dans une mine à Saint-Léonard-de-Noblat. C'est avec cet explosif qu'ils font sauter en mars 1943 le viaduc Bussy-Varache, que doit emprunter un train de requis au STO. Deux mois plus tard, en mai, Guingouin, avec un petit commando, fait sauter l'usine de caoutchouc au Palais-sur-Vienne, dans la banlieue de Limoges. Fin avril, Guingouin installe au lieu-dit la Croix-Chevaux, sur les contreforts du Mont Gargan, une première base du maquis, bientôt rejoint par des jeunes gens réfractaires au STO, des communistes grillés et des républicains espagnols. Dans l'Ain, Henri Roman-Petit implante plusieurs camps où se retrouvent quelques centaines de maquisards. Même phénomène dans les monts d'Auvergne, dans la région toulousaine, mais aussi en zone nord, dans le Morvan, dans le bocage normand, et encore en Bretagne, dans la Montagne Noire. Ainsi, à partir du début de 1943, autour des mouvements et réseaux longtemps coupés de la population, se développe un halo protecteur plus vaste. L'hostilité envers les Allemands ne cesse de croître. Les combattants de l'ombre reçoivent l'appui et le soutien anonyme de milliers de Françaises et de Français. La résistance, phénomène toujours très minoritaire, cesse d'être marginale. Les Français, de plus en plus nombreux, sont pour la résistance, sans être à proprement parler dans la résistance. À Anfa, près de Casablanca, se tient du 14 au 24 janvier 1943 une conférence où se retrouvent le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt. L'objectif est de préparer la stratégie des Alliés jusqu'à la fin de la guerre.
Churchill et Roosevelt veulent aussi procéder au mariage forcé entre De Gaulle et Giraud. Malgré une pression considérable des deux chefs de la coalition, De Gaulle refuse obstinément d'être subordonné à Giraud. Les discussions s'achèvent sur une mise en scène à l'américaine. Roosevelt demande aux deux hommes de se serrer la main devant les objectifs et caméras. Dans son mano à mano avec le général Giraud, De Gaulle doit montrer aux Alliés, réticents à son égard, qu'il rassemble l'ensemble des forces engagées dans la résistance en France. Il y a urgence désormais à unir la résistance dans les deux zones. Dans ce but, Brossolette, numéro 2 du BCRA, est envoyé en France sous une fausse identité le 27 janvier 1943. Son ordre de mission a été dactylographié sur un mouchoir en lin blanc qu'il dissimule dans le talon d'une de ses chaussures. La mission de Brumaire-Brossolette est de faire en zone nord l'inventaire des mouvements et réseaux qui s'ignorent et de les coordonner. Il s'agit en outre de séparer pour des raisons de sécurité les actions de renseignement de l'activité de propagande. Brumaire rencontre tous les responsables des mouvements. L'OCM, Libération Nord, le Front National. D'autres encore comme ceux de la Résistance et ceux de la Libération. Brossolette souhaite créer au nord de la France un comité de coordination des mouvements, symétrique à celui du Sud. Brossolette, qui connaît bien la zone occupée, va essayer, au fond, de faire le travail de fusion des 5 mouvements importants qui se trouvent en zone occupée et d'avoir, dans cette zone-là, la place de représentant personnel du général de Gaulle que Moulin a en zone sud. À Nice, Jean Moulin ouvre au début de 1943, sous le nom de Jacques Martel, une galerie d'art au 22 rue de France. Une jeune femme, Colette Ponce, rencontrée quelques mois plus tôt à Megève, s'occupe de la galerie Romanin aménagée dans une ancienne librairie. Même le préfet vichiste assiste au vernissage le 9 février 1943. Cinq jours plus tard, Moulin, pseudo Rex, arrive à Londres en compagnie du général Delestrin, chef de l'armée secrète. De Gaulle tient, le 14 février, à décorer son délégué au cours d'une cérémonie restreinte dans sa villa au 99 Frognall Armstead. Passy assiste à la scène. Rex est si ému qu'il a du mal à maîtriser ses tremblements. De Gaulle s'approche de lui et glisse à voix basse « Mettez-vous au garde à vous ». De Gaulle détache ces mots. « Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et pour la victoire. » De Gaulle accroche la décoration au revers de Rex, qui a les larmes aux yeux. Moulin est arrivé avec l'idée de créer le Conseil national de la résistance. Pour renforcer le pouvoir du général de Gaulle à l'égard des Alliés, Jean Moulin a convaincu le général de Gaulle qu'il faut créer cet organisme national qui regroupe les partis, les mouvements et les syndicats. De Gaulle signe le 21 février de nouvelles directives qui fixent à Moulin la tâche de créer et présider ce Conseil de la Résistance pour l'ensemble du territoire.
Le chef de la France combattante fait de Moulin-Rex son seul représentant pour toute la France occupée, avec rang de ministre. Porteur de ces nouvelles directives, Passy est parachuté le 27 février. Il rejoint Brossolette à Paris. Brossolette est très hostile à la création du Conseil de la Résistance et au retour des vieux partis de la Troisième République qui, à ses yeux, ont failli en 39-40. Il va déployer tout son talent, qui est grand, pour contrecarrer le projet de Jean Moulin d'unifier toutes les forces de la résistance dans un organisme unique. Le 31 mars, Moulin, de retour de Londres, rencontre Passy et Brossolette dans une allée du bois de Boulogne. Rex est très remonté contre Brossolette et Passy. Vous étiez avec moi quand le général a signé ses instructions. Ce sont des ordres. Vous aviez le devoir de les appliquer et de les faire appliquer. Le Conseil national de la résistance est une erreur. En réintroduisant les partis, vous ruinez les chances de redressement politique après la libération. C'est du journalisme de pacotille. C'est une analyse prophétique et pas de la routine de fonctionnaire. Taisez-vous. Vous êtes ici pour exécuter les ordres du général et non pour discutailler et organiser des embuscades contre son représentant. En tout cas, je ne vous laisserai pas pourrir la situation. J'ai demandé votre rappel à Londres. En attendant, vous obéissez à mes ordres. Moulin n'en a pas fini avec les difficultés de sa mission. Les relations entre la France combattante et la résistance intérieure traversent en ce printemps 1943 une triple crise. La première, c'est le refus de l'action immédiate par l'état-major interallié. La deuxième, c'est le contrôle de l'armée secrète par le général de Lestrin. Et la troisième, c'est la constitution du Conseil de la Résistance. Donc, conflit majeur sur le plan militaire et sur le plan politique. Premier grand affrontement, qui va contrôler l'armée secrète? Londres ou les mouvements? Dans un rapport à De Gaulle, Rex raconte la réunion mouvementée tenue le 6 avril 1943 avec les responsables des mouvements unis de la résistance. Il y répercute les nouvelles directives de Londres. De Lestrin dirige l'armée secrète sous l'autorité directe de Gaulle. Henri Freinet, chef incontesté de combat, refuse, lui, que De Gaulle s'assure le contrôle direct de la résistance militaire. Les mouvements de résistance, et en particulier Henri Freinet, qui est celui qui est le plus concerné par cette mesure, découvre que cette armée secrète, dont il a été, on peut dire, l'inventeur, il en est dépossédé. Le drame éclate. Rex répond crûment à Freinet. Nous sommes en guerre. Dans la guerre, il faut un chef, et ce chef, c'est De Gaulle. La discussion devient encore plus agitée lorsque Moulin aborde le second point de discorde et annonce qu'un comité national de la résistance va être créé, regroupant les mouvements de la résistance, mais aussi les anciens partis et syndicats. C'est le seul moyen pour De Gaulle, insiste Moulin, d'apparaître aux yeux des Alliés comme le représentant légitime de la France qui résiste. Il fallait que la résistance intérieure apporte une caution républicaine, une caution démocratique au général pour faire pression sur les Alliés. Les responsables des mouvements, en particulier Freinet, contestent violemment la participation des partis politiques, qui les privent du monopole de la résistance et fait revenir au premier plan des formations discréditées.
Ça me paraissait monstrueux à telle enseigne que lorsque Jean Moulin m'a dit que cette décision avait été prise sur sa proposition, je lui ai dit, vous saurez, vous êtes le fossoyeur de la résistance. Moulin-Rex éprouve les plus grandes difficultés à convaincre les chefs de la résistance d'accepter de cohabiter avec les représentants des anciens partis. Le troisième point de discorde concerne le nerf de la guerre, l'argent, et se cristallise sur l'affaire suisse. Pierre de Bénouville, 28 ans, monarchiste d'extrême droite et journaliste à l'Alerte, un journal antisémite, quand il adhère à la fin de 1942 au mouvement Combat dont il devient rapidement un rouage essentiel. Pendant que Moulin était à Londres, Bénouville, émissaire de Freinet, a rencontré à Berne Alan Dulles, le chef des services secrets américains. Dulles propose à Bénouville de financer les mouvements unis de la résistance en échange de renseignements militaires. Freinet est enthousiaste. L'argent américain lui permet d'échapper à l'emprise de Moulin. Pour Moulin, qui prend le nouveau pseudo de Max, la proposition des services américains au moment même où Roosevelt veut écarter De Gaulle au profit de Giraud constitue une véritable trahison du chef de la France libre. Et Moulin est évidemment extrêmement irrité et scandalisé, parce que De Gaulle, à ce moment-là, et la France libre, se trouvent dans un état de péril mortel, en ce sens que les Américains et les Anglais qui sont à la traîne des Américains refusent toute représentativité, toute légitimité au général de Gaulle et ont misé à fond sur le général Giraud. Or, le général Giraud, que représente-t-il politiquement? Il représente le régime de Vichy. Vous n'avez pas le droit de prendre contact avec les services américains sans me prévenir. C'est un véritable coup de poignard dans le dos que vous donnez à De Gaulle. Je vous interdis de le dire. Il nous fallait de l'argent. Vous avez voulu nous étrangler en même temps que vous étrangliez les maquis. Vous prenez De Gaulle pour une vache à lait? Max, vos paroles sont odieuses. Je ne laisserai pas étrangler le gaullisme au coin d'une porte. Les conflits entre Moulin et Freinet sur le contrôle de l'armée secrète, la création du Conseil de la Résistance et l'argent prennent une tournure passionnelle. Freinet écrit à Max le 8 avril 1943 « Laissez-moi vous le dire amicalement mais fermement, vous ne connaissez qu'un seul côté de la résistance. Vous n'avez plaqué votre œil qu'au seul gros bout de la lunette. Vous n'avez pas eu le temps de regarder par le petit bout. Vous auriez pu mesurer à quel point les optiques sont différentes. » Après bien des discussions, des colères, Jean Moulin finit par imposer au forceps contre les chefs de la résistance la création du Conseil national de la résistance, le CNR. Il est formé des 5 organisations de zone nord et des 3 grands mouvements de la zone sud, plus 2 syndicats, CGT et CFTC, et 6 organisations politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite. Parti communiste, Parti socialiste, Parti radical, Parti démocrate populaire, Alliance démocratique et Fédération républicaine. Jean Moulin réussit ces dernières négociations et le 8 mai, il peut envoyer un télégramme à Londres informant que le Conseil de la Résistance est constitué. Le message arrive le 15 mai à Londres. Tous les mouvements et partis de la résistance de la zone nord et de la zone sud réclament l'installation rapide à Alger d'un gouvernement provisoire, sous la présidence du général de Gaulle, qui demeurera, quelle que soit l'issue des négociations, le seul chef de la résistance française. 2 jours après sa diffusion, le général Giraud, comprenant que toute la résistance fait bloc derrière De Gaulle, assurant sa légitimité,
eh bien, il est obligé de le recevoir et de négocier avec lui à Alger. Quelques jours plus tard, De Gaulle arrive à Alger. Grâce à Moulin, il a la résistance unie derrière lui. Le 27 mai 1943, la fondation du Conseil national de la résistance se déroule au 48 de la rue du Four avec des mesures de précaution draconiennes. Cette réunion historique dans Paris occupé, de 17 responsables pour la plupart recherchés, constitue un véritable exploit. Moulin arrive le premier dans l'appartement du premier étage et accueille un à un les participants. Max donne lecture du message du général de Gaulle. Dans cette guerre où la patrie joue son destin, la formation du Conseil de la Résistance est un événement capital. Il est essentiel que la résistance sur le territoire national forme un tout cohérent, organisé, concentré. C'est fait grâce à la création du Conseil de la Résistance, qui fait partie intégrante de la France combattante. Cette réunion fondatrice est le résultat des efforts de Jean Moulin depuis 18 mois. Malgré les difficultés et les divergences, les différents courants et mouvements de la résistance intérieure. Avant, il y avait des résistants. Maintenant, il y a la résistance. Jean Moulin, artisan de cette mutation, sait que ses jours sont comptés. Il se confie dans une lettre au général de Gaulle. Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo, qui en partie grâce aux méthodes de certains éléments des mouvements, n'ignorent rien de mon identité ni de mes activités. Ma tâche devient donc de plus en plus délicate, alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Je suis bien décidé à tenir le plus longtemps possible, mais si je venais à disparaître, je n'aurais pas eu le temps matériel de mettre au courant mes successeurs. Depuis qu'elle a été créée en janvier 1943, la milice, formée à partir du SOL, service d'ordre légionnaire, est dirigée par Joseph Darnan, Obersturmführer SS, qui finira par prêter serment d'allégeance à Hitler. Les 30 000 miliciens vont jusqu'à la fin de l'occupation être en pointe dans la chasse aux résistants. Les hommes au Gamma, véritable SS de Vichy, se distinguent par leur brutalité extrême. Ils torturent à Vichy dans les caves du Petit Casino, comme à Lyon, au fort Montluc, ou à Paris, au siège du mouvement, 44 rue Le Pelletier. Les miliciens apportent une aide considérable aux forces de police traditionnelles que dirige René Bousquet. 4 jours après l'occupation de la zone sud, le 11 novembre 1942, les pouvoirs de police de Karl Oberg, chef suprême de la SS, ont été étendus à l'ensemble du territoire français. Les Allemands ont l'obsession de sauvegarder la sécurité des troupes d'occupation, alors que commence à se développer la lutte armée et que se précise la possibilité d'un débarquement. Jusque-là surveillés par la police de Vichy, les résistants en zone sud sont désormais également pourchassés par la SIPO-SD, qui lance des opérations d'infiltration. Ainsi, le 27 mai 1943, Ernst Kaltenbrunner, le chef de l'Office central de sécurité du Reich, adresse un long rapport de 120 pages à Hitler.
C'est le résultat d'une saisie de centaines de documents après l'arrestation de responsables de l'armée secrète. La S devient un objectif prioritaire, au moment même où elle est l'objet d'une intense lutte de pouvoir au sein de la résistance. L'enchaînement des catastrophes commence à Marseille. Le 28 avril 1943, Jean Multon est arrêté par la Gestapo. Multon, ancien agent d'assurance, 35 ans, a rejoint le groupe Combat à la fin de 1942. Sans avoir été maltraité, Multon se met au service des Allemands. Il devient un Gegenagent, ou contre-agent, sous le matricule 165. Ce retournement va avoir des conséquences dramatiques. La trahison de Multon entraîne plus d'une centaine d'arrestations. Ayant donné des gages, Multon est mis à la disposition de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon. Dès lors, il fait équipe avec un autre agent français de l'Abwehr, fanatique de l'idéologie nazie, Robert Moog dit Bobby, 28 ans, Wehmann sous le code K30. Multon livre aux Allemands une boîte aux lettres qui permet de joindre Freinet. Par cet intermédiaire, la Gestapo donne rendez-vous au fondateur de Combat à l'hôtel de Bourgogne, à Mâcon. C'est Bertie Albrecht qui tombe dans le piège. Et elle a été arrêtée, je peux dire presque à ma place, en ce sens que Multon, l'un de nos camarades, qui est passé aux mains de la Gestapo et qui l'a servi, a essayé de me tendre un traquenard dans lequel je ne suis pas tombé par le fait du hasard, parce que c'est elle qui a été au rendez-vous, qui a été ramassée. Transférée à Fresnes, Bertie Albrecht, pionnière de la résistance, se suicide dans sa cellule. Après Marseille, les coups durs continuent à Lyon. Ancien cadre de la SNCF, René Hardy, amené à Combat par Bénouville à la fin de 1942, a mis en place un réseau de renseignement dans les chemins de fer. Pour son travail clandestin, Hardy dispose d'une boîte aux lettres, au 14 rue Bouteille. Les services allemands interceptent dans cette boîte une lettre qui donne rendez-vous à Hardy avec Delestrin, chef de l'armée secrète, le 9 juin à 9 h à Paris, au métro La Muette. Le 7 juin au soir, en gare de Lyon-Perrache, René Hardy prend le train de nuit pour Paris. Sur le quai, il croise Multon, accompagné de Moog. Hardy sait que Multon a trahi. De manière inexplicable, il gagne tout de même sa place dans le compartiment 8 voiture 38-18. Multon et Moog s'installent dans le compartiment voisin, le 7. À l'arrivée à Châlons, Moog fait descendre Hardy et le remet à la police allemande. Hardy est incarcéré à la prison de Châlons. Le 9 juin au matin, à 9 h, lorsque Delestrin arrive au rendez-vous de la Muette, il est interpellé et conduit avenue Foch au QG de la Gestapo. L'armée secrète est décapitée. Le lendemain, 10 juin,
Klaus Barbie vient dans l'après-midi chercher René Hardy à la prison de Châlons et le ramène avec lui au quartier général de la Gestapo, à l'école de santé militaire de l'avenue Berthelot à Lyon. Hardy accepte de travailler pour Barbie. Il est remis en liberté le 10 juin vers 23 h. Dans les jours qui suivent, il fait part de son arrestation à Bénouville. C'est Daniel Cordier qui informe Jean Moulin le 14 juin de l'arrestation de Delestrin, pseudonyme Vidal. Rex est catastrophé par la chute du chef de l'armée secrète. Moulin avait rédigé une lettre le 15 juin 1943, une lettre personnelle, autographe, adressée au général de Gaulle, et qui est sa dernière lettre adressée au général. Mon général, notre guerre à nous aussi est rude. J'ai le triste devoir de vous annoncer l'arrestation par la Gestapo à Paris de notre cher Vidal. Les causes? Tout d'abord, la campagne violente menée contre lui et contre moi par Charvet, Freinet, qui a, à la lettre, porté de conflit sur la place publique et qui a de ce fait singulièrement attiré l'attention sur nous. Moulin veut organiser au plus vite une réunion pour trouver un remplaçant à Delestrin, Vidal. Rex se doute que l'affrontement va être dur avec Combat, qui revendique depuis l'origine le commandement de l'armée secrète. De leur côté, les responsables de Combat, en l'absence de Freinet parti la veille pour Londres, se réunissent le 18 juin autour de Pierre de Bénouville, Claude Bourdet et Henri Aubry. René Hardy assiste également à cette réunion. Bénouville sait que Hardy a été arrêté par les Allemands puis relâché. Ce fait grave n'empêche pas Bénouville de demander à Henri Aubry d'emmener avec lui René Hardy à la réunion prévue avec Moulin. Bénouville, qui déteste Jean Moulin, estime qu'Aubry ne fera pas le poids à cette réunion décisive pour le contrôle de l'armée secrète. La décision de Bénouville bafoue toutes les règles de sécurité qui interdisent d'amener une tierce personne à un rendez-vous. Le conflit de pouvoir entre Moulin et les responsables de Combat qui veulent reprendre le contrôle de l'armée secrète conduit à une faute impardonnable. De son côté, Jean Moulin, Max, prend des dispositions immédiates pour remédier à l'arrestation de Delestrin. Il m'a convoqué le 20 juin au parc de la Tête d'Or pour me faire part de ses intentions et de ses instructions. Max me dit « Je voudrais que nous ayons demain une réunion avec les responsables des organisations militaires pour mettre au point ce dispositif. Voulez-vous me retrouver demain à 14 h, place Carnot ?» Je retrouve Jean Moulin à 14 h. Je ne sais pas où va avoir lieu la réunion. Nous prenons le tramway. La ficelle qui conduit à Caluire. Et nous arrivons en retard à la villa. Quelques minutes plus tard, vers 15 h 30, 3 tractions noires déversent Barbie et ses hommes qui font irruption dans la maison. La maison est envahie par la police allemande, commandée par ce petit homme
qui a l'air très jeune et qui s'appelle Klaus Barbie et qui est le chef de la Gestapo de Lyon. Nous sommes tous menottés, nous sommes tous engouffrés dans des tractions avant. Hardy, qui, contrairement aux autres, n'a pas de menottes, mais un simple cabriolet, c'est-à-dire une ficelle qui lui tient le poignet, bouscule le soldat allemand qui le gardait, traverse la place et s'en va avec quelques coups de feu isolés, alors que la maison était cernée par 6 à 8 hommes armés de mitraillettes. Le rapport Flora, document de travail de la Gestapo de Marseille daté du 19 juillet 1943, mentionne que René Hardy, sous le pseudonyme de Dido, arrêté le 9 juin 1943, est utilisé comme Gegenagent, contre-agent. Le rapport Flora indique que Dido est bien à l'origine des arrestations opérées à Caluire. Barbie et ses hommes sont arrivés sur ses talons. Les chefs de la résistance sont interrogés au siège de la Gestapo rue Berthelot. Ils sont sévèrement tabassés par Barbie. Puis, dans la soirée, Moulin, Aubrac, Aubry et les autres détenus sont transférés au fort Montluc. Max est enregistré sous sa fausse identité de Jacques Martel et Aubrac sous le nom d'Hermelin. Les jours suivants, les détenus subissent la torture. Jean Moulin est identifié dans la journée du 23 juin comme étant le chef de la résistance. Il est abominablement torturé par Barbie. Raymond Aubrac aperçoit Max par un œilleton de la porte de sa cellule. Il est en très mauvais état. Ma cellule était au premier étage, en face de la cage d'escalier. Et un jour, j'ai vu emmener Jean Moulin, pantelant, blessé, soutenu par 2 soldats allemands qui descendaient du 2e étage vers son destin. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Christian Pineau, le fondateur de Libération Nord qui a été arrêté en mai 1943, est détenu lui aussi à Montluc. C'était le 25 juin, dans la soirée. L'adjudant second de la prison de Montluc vient me chercher et me dit « Vous prendre rasoir et descendre ». Je prends mon rasoir, je descends, on me montre un homme étendu sur un banc dans la cour de la prison et on me dit « Vous rasez monsieur ». Je m'approche et je reconnais Jean Moulin. Mais alors Jean Moulin est dans un état lamentable, avec une plaie profonde à la tempe, à moitié dans le coma, enfin dans un état affreux. À ce moment-là, Jean Moulin ouvre les yeux, me reconnaît, me dit quelques mots en anglais que je n'ai pas compris. J'ai toujours regretté de ne pas avoir compris les derniers mots qu'il a probablement prononcés. Max est conduit par Barbie à Paris, le 28 juin au siège de la Gestapo, au 84 avenue Foch, où il reste quelques jours. Transféré à Berlin, Max meurt en gare de Metz le 8 juillet. Jean Moulin, qui connaissait tous les secrets de la résistance, n'en a livré aucun. Il avait 44 ans. Après la disparition de Jean Moulin, la résistance ne sera plus vraiment la même.
voiture contre une jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hurrah. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. J'ai jeté mon chapeau dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma jeep en criant hip, 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 en criant hip, 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 hurrah.